bonsoir et bienvenue aux téléspectateurs de KTO pour ce nouveau Mardi des Bernardins. Ce soir, la question d'actualité que nous allons aborder est celle de la prolifération du nucléaire. Plus précisément, faut-il craindre la prolifération du nucléaire? Alors cette question est revenue au devant de la scène avec la problématique de l'Iran ces derniers temps. D'une part, avec le changement de l'administration américaine, changement qui s'accompagne d'un changement de stratégie avec une main tendue de la part de Barack Obama vis-à-vis de l'Iran, une attitude de dialogue saluée par la communauté internationale, mais qui souhaite tout de même rester ferme dans sa politique de sanctions vis-à-vis de l'Iran si l'Iran persiste son enrichissement d'uranium. D'autre part, on a appris récemment que l'Iran avait dépassé un seuil d'uranium suffisant pour se doter de l'arme nucléaire, selon certains experts. Ces craintes, donc, face au nucléaire, face à l'attitude de l'Iran par rapport à son enrichissement d'uranium, sont-elles justifiées? Est-ce que l'Iran s'enrichit à des fins exclusivement pacifiques, comme il le prétend, ou pas? Quel est le rôle de la communauté internationale et de la France face à cette question du nucléaire, en Iran, au Proche-Orient et dans le monde plus largement? Pour en parler ce soir, nous sommes heureux d'accueillir des experts sur la question du nucléaire et plus particulièrement sur la question de l'Iran. Donc tout d'abord, nous sommes heureux d'accueillir Camille Grand. Camille Grand, merci d'être venu. Vous êtes directeur de la Fondation pour la recherche stratégique depuis 2008 et auparavant vous étiez sous-directeur des questions multilatérales et du désarmement au sein de la direction des affaires stratégiques, de sécurité et de désarmement du ministère des Affaires étrangères européennes. Vous avez également été conseiller diplomatique adjoint du ministre de la Défense, Michel Alliot-Marie. Merci d'être là parmi nous ce soir. Merci. Nous avons également la chance d'accueillir Bernard Ourcade. Bernard Ourcade, vous êtes directeur de recherche au CNRS sur le monde iranien depuis 1990. Vous êtes géographe spécialiste de l'Iran. Vous avez dirigé l'Institut français de recherche en Iran entre 1978 et 1993. Vous avez aussi vécu la révolution islamique sur place. Vous êtes aussi l'auteur de l'Iran au XXe siècle, voilà, que nous recommandons aux téléspectateurs. Enfin, parmi nous, Éric Laurent. Éric Laurent, vous êtes grand reporter et écrivain. Dès les années 80, vous avez réalisé de nombreux reportages en politique étrangère et fait de nombreuses interviews de personnalités internationales. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, La guerre des Bush, La face cachée du 11 septembre, La face cachée du pétrole et plus récemment, Bush, l'Iran et la bombe, enquête sur une guerre programmée en 2007. Voilà, donc tous trois, merci de nous rejoindre. Merci de rejoindre les téléspectateurs de KTO. Et je voudrais tout d'abord donner la parole à Camille Grand, qui va nous parler du nucléaire et des enjeux, des contours généraux de la question de la prolifération du nucléaire. Bonsoir, merci de cette présentation. La première chose que je voulais aborder, c'était peut-être vous donner un paysage un peu général de l'état de la prolifération et de quoi parle-t-on quand on parle de prolifération nucléaire. En fait, la prolifération nucléaire, c'est un phénomène qui existe pratiquement depuis que la technologie nucléaire existe. C'est-à-dire que l'aspiration de nouveaux États à se doter de l'arme nucléaire a immédiatement suivi l'explosion de la bombe américaine, de la première bombe américaine en 1945. Et on peut dire que tous les États qui ont suivi les États-Unis sur cette voie du nucléaire militaire sont des États proliférants à un moment ou à un autre. Ça a commencé par l'Union soviétique en 1949, suivi par le Royaume-Uni en 1952, la France en 1960, la Chine en 1964, l'Inde en 1974. Et donc on a toute cette série de phénomènes proliférants, c'est-à-dire de cette volonté par des États d'acquérir l'arme nucléaire, perçue comme une arme à la fois de prestige et de sécurité pour de nombreuses puissances dans le monde. Ce qui est intéressant de noter quand on fait ce petit retour en arrière historique, c'est de voir que cette prolifération a été finalement par rapport aux potentialités assez extraordinaires et effrayantes de l'arme nucléaire, a été relativement modérée au cours des années. C'est-à-dire que depuis 1945, on a vu apparaître au total pas plus de 10 acteurs nucléaires que je vais décrire dans un instant, c'est-à-dire moins de 2 par décennie. Ce qui, je crois qu'il est important de relever, puisque ça prouve que ce phénomène de prolifération est un phénomène que la communauté internationale a réussi à encadrer par 2 biais. Le premier,
et les traités. Il existe un traité de non-prolifération nucléaire qui a été ouvert à la signature en 1968, qui compte aujourd'hui la quasi-totalité des pays du monde, avec 3 exceptions intéressantes sur lesquelles je reviendrai, qui sont l'Inde, le Pakistan et Israël, ainsi que la Corée du Nord qui s'en est retirée. Et ce traité a réussi à convaincre 182 États dans le monde de s'engager à ne pas acquérir, ni chercher à acquérir l'arme nucléaire, tout en reconnaissant l'existence d'États dits dotés de l'arme, que sont les 5 premières puissances nucléaires historiques, donc de nouveau les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Donc on a ce phénomène qui est à la fois ancien et qui a été relativement modéré, qui s'est déroulé en réalité sur 3 vagues. Une première vague dans les années 50, où plusieurs pays commencent à s'intéresser à cette technologie suivant le modèle américain et soviétique, dans lesquels on va trouver donc d'abord le Royaume-Uni, puis la France, puis la Chine. À cette époque, l'Inde, Israël commencent à s'intéresser à cette technologie, et donc mais aussi des États qui depuis ont renoncé à leur programme. Des États d'ailleurs assez surprenants quand on parle de prolifération, comme la Suède par exemple, qui avait un programme nucléaire militaire actif à la fin des années 50 et au début des années 60. Mais on voit des phénomènes de renonciation et d'autres qui sont allés au bout de ce programme. Suit une deuxième vague dans les années 70 de grandes puissances régionales, on va dire, qui s'intéressent à l'arme nucléaire, à l'acquisition de l'arme nucléaire. Dans cette vague, on va trouver des États comme l'Afrique du Sud, qui va aller au bout de son programme, qui va même fabriquer quelques bombes, puis abandonner ce programme et le démanteler au moment de la fin du régime de l'apartheid. On va trouver aussi déjà l'Iran, à l'époque du Shah, qui s'intéresse à la technologie nucléaire militaire et qui lance les premières recherches sur lesquelles vont s'appuyer les développements ultérieurs. On trouve dans cette catégorie des pays qui ont depuis renoncé, comme le Brésil ou l'Argentine par exemple, qui s'y intéressent, d'autres qui rentrent dans le jeu dans les années 70, comme le Pakistan également. Suit une dernière vague, qui est celle sans doute qui est la plus intéressante aujourd'hui, celle des années 80 et 90, où on va trouver d'abord l'Irak, qui va développer dans les années 80 un programme nucléaire très ambitieux, non seulement nucléaire, mais également d'armes chimiques, d'armes biologiques, de missiles, très ambitieux, programme qui sera pour l'essentiel démantelé après la première guerre du Golfe, donc entre 1991 et 1998, à travers des inspections internationales. Dans cette génération des années 80, on va retrouver également la Corée du Nord, qui reste un problème aujourd'hui important. On va trouver la Libye, qui s'est lancée dans un programme à cette époque, ce programme ayant fait l'objet d'un démantèlement volontaire, un petit peu sous pression diplomatique, mais d'un démantèlement volontaire en 2004-2005, et qui était d'ailleurs plus avancé qu'on ne l'avait pensé à l'époque. Donc on a ces générations de proliférants, certains qui vont jusqu'au bout, d'autres qui renoncent au bout d'un moment, d'autres qui renoncent contraints et forcés, c'est le cas de l'Irak, d'autres qui renoncent volontairement, mais on a vraiment ce groupe de pays. Il faut dire que la prolifération nucléaire n'est pas accessible à tout le monde. C'est-à-dire que dans le monde, il y a peut-être 30 pays qui ont la capacité à choisir cette voie, parce que c'est extrêmement coûteux, c'est financièrement. Ça demande un niveau technologique et industriel non négligeable. Et donc, aujourd'hui, peuvent se lancer dans cette voie de grands pays industrialisés et des grandes puissances émergentes du Sud, mais pas tout le monde. Ce qui explique d'ailleurs le succès du traité de non-prolifération, puisque pour beaucoup d'États, le traité de non-prolifération est la garantie que leur grand voisin régional ne va pas s'engager dans la voie à la prolifération. Alors, quelle est la situation aujourd'hui ? Dans les années 90, on a pu croire que le problème de la prolifération allait être résolu. D'une part parce que le traité de non-prolifération est devenu presque universel, avec l'adhésion de très nombreux États et le passage à cette quasi-universalité avec 187 États partis. D'autre part parce que les Nations Unies ont procédé au désarmement de l'Irak dans des conditions relativement efficaces, que le programme irakien a été donc démantelé, qu'un certain nombre d'États, comme l'Afrique du Sud, que je citais tout à l'heure, le Brésil, l'Argentine, ont signé le TNP et renoncé à leurs ambitions nucléaires militaires, que d'autres États héritiers de l'Union soviétique qui étaient
potentiellement susceptibles de se lancer dans cette voie, comme l'Ukraine, y ont également renoncé. Et donc les années 90 ont commencé sur une tonalité très positive en matière de non-prolifération, à un moment où la communauté internationale, à travers l'affaire irakienne, s'était mobilisée sur ce dossier. De la même manière, la Corée du Nord elle-même avait signé un accord avec les États-Unis pour démanteler son embryon de programme. À partir de 1998, on rentre dans une phase beaucoup plus critique. Et je dirais que la tendance s'inverse. Et c'est tout l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui et dont on va, je pense, débattre ce soir. D'abord, deux pays qui étaient dans l'ambiguïté, l'Inde et le Pakistan, décident de franchir clairement le seuil nucléaire militaire et de s'afficher comme des puissances nucléaires, malgré le traité. D'une certaine manière, même si elles n'avaient pas signé, elles choisissent cette voie de devenir des puissances nucléaires militaires. Et l'Inde, suivie du Pakistan, font en 1998 une série d'essais, chacun une série d'essais nucléaires qui les fait de facto devenir des puissances nucléaires et rompre cette idée que le monde nucléaire était terminé et qu'il n'y avait que 5 pays dotés. Cette position de l'Inde et du Pakistan n'est pas immédiatement suivie par d'autres, mais on peut constater que dans le même contexte, on voit Israël être de moins en moins ambigu dans son ambiguïté nucléaire, c'est-à-dire qu'Israël, qui n'a jamais admis avoir un programme d'armes nucléaires, mais qui est très régulièrement soupçonné par les experts d'être dans cette situation. C'est même maintenant un programme qui est relativement bien documenté à travers toutes sortes de travaux de recherche, est devenu de plus en plus ouvert sur ses capacités potentielles et n'en fait beaucoup moins mystère qu'il y a quelques années. Dans ce contexte-là, deux nouveaux acteurs, ou en tout cas acteurs qui étaient un petit peu sur lesquels des soupçons pesaient, sont apparus vraiment au cœur du problème. C'est par ordre d'apparition à l'écran, si j'ose dire, la Corée du Nord, qui en 1998 procède à des tests de missiles à longue portée et qui, au début de la décennie 2000, marque en quelque sorte son désintérêt pour l'accord mis en place avec les États-Unis et probablement parce qu'elle était en violation de cet accord en matière de démantèlement de ses installations et s'engage dans une procédure qui va la conduire dans un premier temps à se retirer du traité de non-prolifération. Et c'est le premier État dans l'histoire du traité à avoir fait usage de ce droit, et ça pose toute une série de problèmes, non seulement juridiques, mais évidemment politiques et stratégiques. Et deuxièmement, à partir de 2003, va se développer ce qu'on appelle la crise iranienne en matière de non-prolifération, avec la révélation, si on peut dire, des activités nucléaires passées et en cours de l'Iran et de la République islamique d'Iran. Ces activités sont, ce qui apparaît et qui est d'ailleurs reconnu par tout le monde, c'est la reconnaissance que l'Iran a mené des activités non déclarées au regard de ses obligations vis-à-vis du traité de non-prolifération pendant de très nombreuses années. Au moment de la découverte, on a l'idée que depuis 18 ans, il existe des activités, on peut les qualifier de clandestines, mais en tout cas des activités qui, le bon qualificatif juridiquement, c'est des activités non déclarées. Et depuis cette date, malgré une très forte pression internationale, une grande mobilisation portée initialement d'ailleurs par les Européens, français, britanniques et allemands, l'Iran est engagé dans une sorte de bras de fer avec la communauté internationale, où je pense qu'on y reviendra en détail, à travers des résolutions de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est chargée de vérifier tout ça, des résolutions du Conseil de sécurité, et continue à avancer dans son programme nucléaire en affirmant son droit à la technologie nucléaire civile, mais en ne clarifiant pas pour autant son attitude sur les activités passées, ce qui a conduit les experts, la communauté internationale à travers ce faisceau d'indices, considérer qu'il y avait un problème. Alors, pour conclure cette présentation initiale, et je crois que le point dans la période dans laquelle nous nous trouvons, des quelques années qui viennent, est une période déterminante pour l'avenir de ce qu'il est convenu d'appeler le régime de non-prolifération. Soit on trouve une solution pacifique au problème iranien, au problème nord-coréen,
mais aussi aux soupçons qui pèsent sur la Syrie, qui l'an dernier a été bombardée par les Israéliens et a vu un de ses sites nucléaires clandestins bombardé par les Israéliens, ce qui est un sujet intéressant, supplémentaire dans ce paysage de prolifération. Soit on trouve une solution pour rétablir ce régime de manière de préférence pacifique et par la voie de la négociation. Soit on court le risque de voir ce dispositif qui a relativement bien fonctionné, comme je l'expliquais jusqu'ici, se décomposer progressivement et voir des États d'autres puissances régionales dans la région du Moyen-Orient ou de l'Asie orientale mettre en cause leur propre choix d'abstention nucléaire au vu des développements en Iran, en Corée du Nord ou ailleurs. Et donc je crois qu'il n'est pas exagéré de dire qu'on est à un moment charnière de cette histoire de la non-prolifération qui, après 50 ans de succès relatif, un phénomène qui a été globalement maîtrisé, la question qui se pose, c'est est-ce que dans la décennie à venir, on va non pas avoir une ou deux puissances nucléaires de plus, mais vraiment changer d'ampleur avec de nombreux acteurs qui vont en tout cas, réexaminer leur politique d'abstention nucléaire, ce qui évidemment conduirait à la fin du traité de non-prolifération, ce qui serait une très mauvaise nouvelle en matière de sécurité internationale. Merci Camille Grand. Bernard Hourcade, j'aimerais que vous reveniez sur cette question des années à venir, en fait, sur cette proposition de régler de façon pacifique cette question du nucléaire. Est-ce que vous pouvez aussi également revenir sur l'Iran, plus précisément, sur les questions que soulève l'attitude de l'Iran aujourd'hui? Parler de l'Iran, c'est toujours parler de choses souvent irrationnelles, parce que tout le monde a une idée sur l'Iran. Dès qu'on parle de l'Iran, il y a des vérités premières que les gens assènent, et la plus grande difficulté, c'est d'essayer de trouver des faits et de partir de faits réels et d'essayer de raisonner en termes aussi objectifs que possible. Il faut bien voir que l'Iran, depuis 30 ans, est un pays effectivement qui pose problème, qui a rompu avec tous les codes habituels. La révolution islamique n'a pas été une révolution communiste, c'est une révolution de notre type, c'est l'islam politique. Et donc ça a mis en branle tout un faisceau de choses un peu inconnues qu'on ne maîtrisait pas dans les relations internationales. La guerre Irak-Iran a été de 80 à 88 la plus longue du XXe siècle, la guerre internationale. Donc il se passe des choses difficiles en Iran. Et comme c'est un pays très important en poids, parce qu'il est là, il fait 72 millions d'habitants, il y a beaucoup de surface, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a un État très anciennement établi. Ce qui se passe en Iran est déterminant pour tout le Moyen-Orient, mais aussi pour l'Asie centrale, mais aussi pour l'Asie du Sud-Ouest, Inde, Pakistan, mais aussi pour la péninsule arabique, et même, de plus en plus on le constate, pour l'ensemble du monde musulman, et même pour l'Afrique orientale. Autrement dit, on a avec l'Iran un sujet extrêmement sensible, et donc ce qui se passe là est d'autant plus important que ce gouvernement iranien a pour principale cible emblématique d'un, les États-Unis, deux, le principal allié des États-Unis dans la région, Israël, ce qui ajoute au caractère passionnel du problème iranien. Donc essayons, si vous voulez, en quelques minutes, de dépassionner les choses pour voir objectivement ce qui se passe, en ayant bien conscience que si l'Iran a une arme atomique dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, c'est une autre question, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Iran a la capacité industrielle et scientifique de produire une arme atomique ou une centrale nucléaire. Disons, l'Iran est compétent en matière nucléaire de toute façon. Alors, la date à laquelle ils seront capables de construire une centrale nucléaire comme Areva, on peut le chiffrer. La date à laquelle ils pourront faire une arme atomique peut être chiffrée avec des fourchettes à déterminer. Mais l'Iran est capable de le faire à un délai X. Et ceci est nouveau. Il y a 10 ans, la question ne se posait pas. Aujourd'hui, la question ne se pose pas non plus. C'est vrai. Le problème est donc de savoir comment ce pays, qui a une capacité industrielle, comme le Japon, l'Allemagne, on vient voir la Suède ou beaucoup d'autres pays au monde, la capacité d'être un acteur nucléaire avec l'aspect positif et l'aspect négatif, comment ce pays peut être géré internationalement. Et c'est d'autant plus délicat que ce pays, et c'est le moins qu'on puisse dire, assez difficile à gérer sur le plan international, étant isolé et en confrontation directe depuis 30 ans avec les États-Unis. Donc, on a jusqu'à maintenant, et Camille Grand vient de le signaler, analysé l'Iran. L'Iran a été condamné à plusieurs reprises sur sa politique nucléaire, très fortement par l'ONU.
il n'a pas été très directement, au moins à ce niveau-là, sur sa politique en matière de droits de l'homme, sa politique d'intervention au Liban, etc. Toute l'activité de l'Iran n'a jamais été remise en cause aussi fortement que sur le nucléaire, et ça se comprend parce que le nucléaire est effectivement un sujet à part. Et donc depuis 2003, la politique nucléaire iranienne, qui a été révélée très publiquement, fait l'objet d'une politique internationale très concertée entre Européens, et il faut savoir que l'Union européenne a l'Iran pour principal dossier. M. Javier Solana, qui est le ministre des Affaires étrangères, si vous voulez, européen, a eu pour principale activité, depuis qu'il est en fonction, le dossier iranien. Et cela date des années 92, où il y a un dialogue critique avec l'Iran. Les Européens sont les premiers concernés. Et donc, c'est les premiers à aller au charbon dans cette affaire du nucléaire pour essayer de trouver une solution, plus ou moins en concertation avec les alliés américains. Il faut bien avouer que cette discussion sur le nucléaire en tant que tel a échoué. En ce sens que, sanction ou pas sanction, l'Iran continue son programme et dit « je ne suis pas concerné, je n'ai pas enfreint les lois du TNP ». Là, il y a des arguties à n'en plus finir, mais les Iraniens plaident leur bonne foi. Les Iraniens disent nous ne voulons pas d'armes atomiques, et d'ailleurs c'est contre l'islam, et dont notre programme est strictement civil. D'autres n'en croient pas un mot, bien évidemment, mais c'est la politique officielle de l'Iran. Et donc, on arrive aujourd'hui au fait que l'Iran continue son programme. Pendant que nous parlons, ils vont faire X grammes d'uranium enrichi à Natanz, et demain il y aura X grammes de plus, et au bout de gramme en gramme, ça fait des kilos, et ça fait des tonnes. Et comme le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique vient de le publier il y a quelques jours, l'Iran a grosso modo 800 à 800 kilos, une tonne d'uranium, c'est déjà de quoi faire quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc on n'a pas réussi à toucher quoi que ce soit en arrêtant l'Iran. C'est peut-être le fait, et là je prends une des sages paroles du président Ahmadinejad, qui a comparé le programme nucléaire iranien à un train lancé à 100 à l'heure dont on aurait cassé les freins et qu'on ne pourrait pas arrêter. Il disait cela en s'adressant aux pays étrangers, en disant « vous voulez arrêter ce train ? Non, ce train continuera sa route, quelles que soient les circonstances extérieures. » Il oublie de dire, parce qu'il n'a peut-être pas pensé, qu'il n'y a personne du gouvernement iranien dans la locomotive pour éventuellement aiguiller ce train, l'arrêter ou l'accélérer. Il n'y a personne comme pilote dans le train. Et c'est, je crois, le problème le plus grave. C'est qu'aujourd'hui, le nucléaire iranien est un train qui a été lancé à l'époque du Shah, qui a été ralenti au début de Khomeini, qui avait démantelé le programme nucléaire, qui a été repris dans le contexte de la guerre Irak-Iran, avec un objectif militaire extrêmement affirmé, et qui continue son bonhomme de chemin, parce qu'aucune des forces politiques en Iran, de droite ou de gauche, je dirais, dans la sphère de la République islamique, aucune force politique n'est capable de dire « écoutez, moi je pense qu'on peut arrêter le programme nucléaire parce qu'il est négatif, il ne sert à rien, ça nous attire plus d'inconvénients que d'avantages ». Celui qui ferait cela en Iran, quelle que soit sa tendance politique, est éliminé politiquement. Même chose d'ailleurs pour le rétablissement des relations avec les États-Unis, tout le monde en parle, tout le monde y pense, personne n'en parle publiquement de peur d'être éliminé de la sphère politique. Autrement dit, il y a une logique du nucléaire qui avance son bonhomme de chemin, mais un bonhomme extrêmement dangereux. Parce que ça peut aboutir, comme je disais tout à l'heure, au fait que l'Iran, qui en a la capacité industrielle et technologique, dans X années, aboutisse à franchir, à être sur le seuil de pouvoir faire, comme l'Allemagne ou le Japon, en 6 mois, une arme atomique ou une centrale nucléaire. Et ça pose un vrai problème. Donc la question est de savoir comment faire monter quelqu'un dans le train du nucléaire si ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur, par une intervention militaire ou diplomatique, espérons diplomatique, pour que le train soit contrôlé, qu'au moins un Iranien du gouvernement iranien monte dans le train et le freine ou le conduise de façon rationnelle à une gare tout à fait acceptée dans l'intérêt de l'Iran et des autres pays. Il faut donc peut-être voir les choses de façon plus complexe, à mon avis, si on veut que quelqu'un monte dans le train. Parce que ce train, comme beaucoup de choses iraniennes, on peut le regarder de 3 façons différentes. Une première façon islamique. Et on regarde souvent l'Iran uniquement avec la sphère islamique. Si l'Iran a une bombe atomique, il détruit Tel Aviv. Bon. Et Ahmadinejad a répété ce que 99% de la population du monde musulman dit, Israël est un pays illégitime, on le dit ou on ne le dit pas ou on le pense, dont Ahmadinejad a eu un succès considérable dans le monde musulman en ayant avancé ce genre de choses, qui est inacceptable, et les choses sont claires de ce point de vue-là. Mais si on regarde le prisme uniquement islamique, qui motiverait la politique iranienne de ce point de vue-là, on se trompe. Parce qu'en Iran, la politique islamiste n'est soutenue que par une minorité de la population. Les élections l'ont montré. Ahmadinejad a eu 18% des voix au premier tour. Il n'a pas eu 80% des voix. Donc cette politique est minoritaire. Mais il faut voir également le nucléaire avec
un prisme national. L'Iran est un pays encerclé et qui a une réflexe obsidionale. L'Iran, depuis toujours, s'estime entouré de puissances hostiles. Des Turcs, des Russes, des Arabes, des Indiens, des Chinois, aujourd'hui hier des Anglais, aujourd'hui des Américains qui entourent le pays, l'Iran se sentant donc encerclé, 8 pays indo-européens, entre des Turcs, des Sémites et des Indiens et des Chinois. Ce sentiment obsidional est partagé par 98% des Iraniens, qui s'estiment grand pays indépendant et libre, grande civilisation, qui doit se défendre contre une agression potentielle de l'extérieur. Et on n'arrête pas de parler d'attaques militaires contre l'Iran. Donc, sur cet aspect nationaliste, beaucoup d'Iraniens vont dire, écoutez, le programme nucléaire, la bombe, je suis contre, mais s'il faut arriver à ce niveau-là, pourquoi pas? Donc, il y a une logique nationale qui fait un consensus. Il y a une troisième logique importante, c'est que j'appellerais la logique scientifique, la logique internationale. Qui croyez-vous que sont les ingénieurs qui font la bombe atomique ou qui travaillent sur le nucléaire iranien? Pas la bombe atomique. Ce sont des gens qui sont peut-être anti-islamistes au possible, mais qui disent finalement, écoutez, avec un embargo international depuis 30 ans, on a réussi tout seul, certes avec l'aide des Pakistanais, un peu de Coréens et un petit peu de Russes et de Chinois, à enrichir l'uranium, et bon, dans X années, on aura la capacité de mesurer ça. C'est pas si mal, en tant que scientifique indépendant. Je déteste les mollahs. L'indépendance politique de l'Iran, d'accord, c'est important, mais ce n'est pas prioritaire. Fondamentalement, l'objectif, il est scientifique, technologique, international. Et donc, dans le dossier nucléaire, si on veut le contrôler, si on attaque uniquement la sphère islamiste, on se trompe parce que Ahmadinejad ou n'importe quel gouvernement iranien, s'appuyant sur le nationalisme et la partie internationale, nous faisons cela dans un but scientifique, il obtient 80% de soutien dans la population. Et donc, on ne peut pas faire monter quelqu'un dans le train. Les sanctions internationales ont largement attaqué l'Iran, et de façon légitime, sur le fait qu'il n'obéissait absolument pas à ce qui était demandé par l'ONU, il ne respectait pas les règles internationales, etc. Ceci est bien compréhensible. Le résultat a été des sanctions économiques. Si vous faites baisser la partie économique internationale dans l'Iran, c'est la partie islamiste et nationaliste qui manque. Et donc le nucléaire aujourd'hui, à cause des sanctions internationales, voit la force, la dynamique nationaliste et la dynamique islamiste étant renforcées. Exactement le contraire de ce que l'on cherchait. D'où l'idée, effectivement, du président Obama, qui est de dire, bon, on a échoué, le nucléaire n'est pas une plaisanterie, l'Iran peut arriver au seuil nucléaire dans un nombre d'années assez restreint, il faut trouver une solution. Et donc, on va faire ce qu'on n'a jamais tenté jusqu'à maintenant, essayer d'aller voir en Iran directement ce qui s'y passe et discuter pour trouver une solution. Essayons de trouver une solution. Pour essayer, effectivement, de voir comment sortir et comment, éventuellement, développer les relations internationales avec l'Iran, qui feront ainsi baisser le pourcentage d'islam ou de nationalisme à l'intérieur de l'Iran, et essayer de rééquilibrer les choses, et qui fasse qu'au bout d'un certain temps, des Iraniens puissent montrer, un nouveau président iranien puisse monter dans le train, et la capacité politique de monter dans le train, et de le ralentir ou de le conduire de façon internationale. Donc je crois que dans cet élément-là, sur l'Iran, il faut essayer de trouver l'équilibre, le juste équilibre, pour essayer d'être efficace. En effet, on ne peut pas plaisanter avec le nucléaire. Il s'agit d'être efficace. Or, bien souvent, avec l'Iran, le but n'était pas le nucléaire. J'ai rencontré des gens dans des discussions qui disaient « le nucléaire iranien, c'est très grave, c'est très embêtant, mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est le gouvernement iranien. Et ce gouvernement iranien, si c'était le Shah, pas de problème, le Shah a une bombe atomique, tant mieux. Le Shah n'est pas là, c'est la République islamique, et là, je ne suis pas d'accord. Donc l'objectif, c'est le changement de gouvernement en Iran, et non pas l'arme atomique qui n'est qu'éventuellement un moyen pour changer le gouvernement. C'est deux objectifs qui sont radicalement différents. Jusqu'au mois de mai 2006, les États-Unis avaient pour principal objectif le régime change, changer le gouvernement iranien, qui permettrait ainsi d'avoir un gouvernement ami qui arrêterait la politique nucléaire. C'est peut-être utopique, et c'est inefficace. L'Iran est un pays très nationaliste, assez fort. La parenthèse islamique, ça fait 30 ans qu'elle dure. Et c'est pour cela qu'Obama dit « je reconnais le gouvernement iranien, je ne l'aime pas ». Ce n'est pas la question, mais au moins essayons d'être rationnels, de trouver une solution. Et donc, on est aujourd'hui à une situation où on peut essayer de voir dans l'Iran un très bon exemple, je conclurai par là, d'un pays émergent. Le plus grave en Iran, entre guillemets, ce n'est pas le nucléaire, c'est le fait que c'est un pays émergent, comme on l'a signé tout à l'heure, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Argentine, mais c'est aussi l'Algérie, c'est aussi l'Indonésie peut-être, ça peut être l'Arabie Saoudite, beaucoup de pays de la région qui sont en train d'émerger, qui ont une bourgeoisie nationale qui se crée,
qui n'avait pas d'étudiants en 1960. Aujourd'hui, l'Iran a 2 500 000 étudiants. Il y en avait 170 000 à la révolution islamique à l'époque du Shah. C'est notre pays. Dans les années 60, c'était la décolonisation. Le traité de non-prolifération était entre les grandes puissances ex-coloniales, schématiquement, et le reste du monde, du tiers-monde, qui ne pouvait pas avoir d'armes atomiques, et ils ont signé le papier sans problème. C'est une perspective utopique. Aujourd'hui, beaucoup de pays ont passé la colonisation. Ils ont passé 30 ans, et aujourd'hui, ils sont en situation d'émerger sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan international, sur le plan du nucléaire aussi. Et le nucléaire est le symbole de cela, un très mauvais symbole, on est bien d'accord. C'est pour cela que si la question iranienne, de mon point de vue, et le nucléaire est un très bon exemple, et finalement un aiguillon intéressant mais dramatique, qui devrait permettre de résoudre, de trouver une solution, et le G20 en est peut-être une prémisse, de trouver une solution pour que ces pays émergents trouvent une place dans le monde contemporain, une place qui passe par d'autres chemins que celui du nucléaire, dans lequel l'Iran s'est engagé et peut-être fourvoyé. Merci Bernard Hourcade. Éric Laurent, par rapport aux interventions de Camille Grand et de Bernard Hourcade, quelles sont vos réactions? Quels sont les propos qui vous font réagir? Réagir, pas réellement, mais compléter ou en tout cas prolonger. D'abord, sur ce que disait Camille, je voudrais dire une chose, effectivement, quand il évoquait, quand il dressait l'historique, en effet, donc des puissances nucléaires ou des puissances qui ont accédé au nucléaire. C'est vrai que cette progression a été lente, mais elle a été aussi marquée par un phénomène qui est quand même assez surprenant. C'est-à-dire que cette lenteur a coïncidé avec l'arrivée, effectivement, donc au statut de puissance nucléaire, des grandes puissances occidentales avant tout. Et on voit très bien de quelle manière, au fond, pendant des décennies, toutes les grandes puissances occidentales se sont employées non seulement à conforter leur statut de puissance nucléaire, mais également, probablement, à essayer d'entraver, d'empêcher, effectivement, d'autres pays émergents, ou pays émergents en tout cas, d'accéder au même statut. Et il y a notamment des propos qui ont été tenus par Indira Gandhi, qui faisait la remarque, qui disait, écoutez, c'est tout de même très étonnant de découvrir, en effet, que les seules puissances nucléaires, et elle le disait pour justifier effectivement le désir de voir l'Inde accéder à ce statut, elle dit c'est quand même très étonnant de voir que les seules puissances nucléaires soient les membres du Conseil de sécurité à l'ONU. Donc ça c'est un premier point. Et ce qui permet de rebondir sur la question iranienne et sur, au fond, la formidable ambiguïté, je dirais, et hypocrisie des grandes puissances occidentales. Vous évoquiez tout à l'heure, à raison d'ailleurs, le programme nucléaire iranien et son ébauche, en tout cas, en tant que programme militaire. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une indignation, mais vertueuse, envers, évidemment, la progression à marche forcée de la République islamique vers le nucléaire militaire. Mais il faut quand même le rappeler, et vous l'avez fait, effectivement, le programme nucléaire militaire iranien a d'abord commencé par être ébauché du temps du Shah. Il avait le désir, en effet, de conforter ce statut. Il faut se rappeler les années 70, où les Américains, d'ailleurs, et c'était l'administration Nixon, avec en effet donc M. Kissinger, avaient déclaré que l'Iran serait le gendarme du Golfe. Et rien n'était trop beau, effectivement, pour satisfaire à la fois les désirs et les caprices du Shah, qui souhaitait que son pays devienne une des grandes puissances, non seulement régionales, mais même mondiales. Il avait d'ailleurs, à un moment donné, commandité un rapport auprès de la Rand Corporation qui indiquait qu'à marche forcée, son pays pourrait devenir une grande puissance industrialisée. Et les pays qui s'étaient penchés sur le berceau du nucléaire militaire iranien, c'est-à-dire pour le favoriser, le développer, à l'époque du Shah, étaient quand même ceux qui aujourd'hui poussent les cris d'effroi les plus vertueux, bien entendu, c'est-à-dire les États-Unis d'une part, et d'autre part, il faut le rappeler aussi, Israël, qui était du temps du Shah, je veux dire, un des principaux alliés de Téhéran. Et il y avait également comme troisième partenaire la France qui a joué aussi un rôle actif. Alors tout ça évidemment a considérablement changé avec l'apparition de ce nouveau décor que constituait la République islamique, bien entendu. Et c'est vrai que l'ayatollah Khomeini considérait que le nucléaire n'était pas quelque chose de correspondant, donc je veux dire, aux vertus islamiques. Mais ce programme a été mis en veilleuse, mais en réalité, on le dit, et apparemment c'est prouvé, il a continué à se développer de manière, en effet, plus discrète. Et il y a eu deux tournants, en fait. Vous évoquiez la guerre Iran-Irak, qui, semble-t-il, est un tournant, parce qu'en effet, c'était le désir d'avoir cette arme
pour en effet frapper bien sûr l'adversaire irakien, mais il y a aussi de la part du président Rafsanjani, semble-t-il, le président iranien, le désir d'accélérer ce programme nucléaire, avec l'idée en effet que l'Iran se retrouvait face à une situation tout à fait nouvelle après l'intervention militaire américaine lors de la première guerre d'Irak, c'est-à-dire la présence de troupes américaines et stationnées dans la région et au fond entourant l'Iran. Et il y avait ce désir, et vous évoquiez tout à l'heure, Bernard Hourcade très justement, ce désir de l'Iran de briser cette espèce de sentiment d'encerclement que ce pays a toujours eu. Et je crois qu'il y a deux données dans le nucléaire iranien. Il y a en effet il y a la crainte en effet de cette République islamique avec tout ce qu'elle peut constituer comme dérive, mais il y a également, je crois, le statut qui est extrêmement difficile à appréhender pour les grandes puissances occidentales parce qu'on ne sait pas comment, en effet, gérer ce dossier iranien pour une raison très simple, c'est que ce pays a un pouvoir de nuisance au niveau régional extrêmement important, il faut le rappeler. Je veux dire, on pouvait, au fond, du temps de l'administration Bush, on pouvait dire qu'il y avait, au fond, deux axes. C'est-à-dire, d'une part, il y avait, bien entendu, il y avait les États-Unis, Israël, le gouvernement libanais, l'autorité palestinienne, et puis c'était à peu près tout. Et de l'autre côté, vous aviez l'Iran, la Syrie, le Hezbollah et le Hamas. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant. On voit très bien que dans la difficulté qu'il y a à appréhender aujourd'hui l'Iran et justement dans les menaces proférées mais qui sont suivies en effet de valses hésitations, il y a cette capacité dont on sait qu'elle est réelle de nuisance et de rétorsion et de déstabilisation au niveau régional que possède l'Iran, avec le Hamas bien entendu, il faut le rappeler évidemment bien sûr, avec le Hezbollah. Et on peut effectivement souligner d'autres en effet, d'autres leviers que possède la République islamique. Donc on est là face à une situation tout à fait nouvelle. Et je ne crois pas, et ça c'est peut-être le vrai problème auquel risque de se retrouver confrontée l'administration Obama, je crois que pendant l'administration Bush, les faucons dans les deux camps se sont, au fond, encouragés les uns les autres à la surenchère. Ça, c'est le premier point. Mais je crois, en même temps, qu'il y a au sein de la direction iranienne, et Dieu sait si elle est complexe, en effet, car le pouvoir iranien est un pouvoir étonnamment déconcertant, évidemment, parce qu'il y a des pouvoirs élus qui coïncident avec des pouvoirs non élus. Et souvent, d'ailleurs, et dans la grille de lecture concernant justement l'ancien président réformateur, Khatami, on s'est beaucoup trompé parce que c'est vrai que le président Khatami était obligé de coïncider, de coexister avec des pouvoirs non élus qui étaient souvent beaucoup plus puissants que ceux qui l'avaient porté au pouvoir. Ça, c'est le premier point. Mais je crois que la grille d'analyse, c'est qu'en effet, aujourd'hui, les reculs successifs, bien qu'on considère en effet en Europe que c'est un dossier prioritaire, les reculs successifs en effet des Européens pour constituer de nouvelles résolutions au sein de l'ONU, les hésitations et valses hésitations des États-Unis qui, après avoir menacé, mais menacé très très fort et est allé très loin, je veux dire, ont reculé. L'administration Bush était probablement la plus jusqu'au boutiste et on pouvait supposer qu'elle irait jusqu'au conflit. Eh bien, ça n'avait pas été le cas. Donc, ça a conforté le pouvoir iranien dans l'idée qu'en effet, il était dans une position de force, y compris pour négocier aujourd'hui vis-à-vis, en effet, de la nouvelle administration. Et je ne crois pas que ce pouvoir iranien, quels que soient les changements qui vont s'opérer lors de la prochaine élection présidentielle, ce pouvoir se montrera extrêmement conciliant. Il tient à accéder au nucléaire, il tient à devenir une puissance nucléaire, et une puissance nucléaire militaire, probablement beaucoup moins, en effet, pour frapper Israël que pour, en effet, là aussi, je crois que c'est important, pour asseoir son statut de puissance régionale. Et je me souviens d'ailleurs d'une discussion avec l'actuel président du Parlement, Larijani, qui disait « Nous savons très bien que le jour, en effet, où nous déciderons, en effet, que nous déclarons officiellement que nous voulons avoir l'arme nucléaire et y accéder rapidement, nous savons très bien que nous serons morts politiquement, militairement bien sûr, mais politiquement. » Il dit donc, avec un grand sourire, a-t-il ajouté, donc nous ne voulons à aucun prix avoir l'arme nucléaire, bien entendu. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je considère comme extrêmement préoccupant, c'est que, en fait, je crois qu'on appréhende l'Iran avec une velléité absolue. C'est-à-dire que, par exemple, les Iraniens, lorsque vous discutez avec, par exemple, les membres de la négociation sur le nucléaire, notamment Larijani, puis en effet l'homme qui lui a succédé, qui s'appelle Vaidi, la manière dont ils jugent, par exemple, le comportement et les négociations avec M. Solana, mais
ils tiennent des propos qui sont d'un mépris absolu envers Solana, dont ils disent en effet que voilà, on arrive à un accord avec lui, une tentative d'accord, ça c'est de son propos, et puis Solana s'absente, disent-ils, pour aller en effet pendant une heure faire un compte-rendu détaillé, en fait de l'état des discussions et de l'avancement des négociations, et il revient, d'après eux, les Iraniens, t'en fait taper sur les doigts, et en effet, en reprenant effectivement une position beaucoup plus dure, avec de nouvelles exigences, et d'ailleurs, Larijani l'a dit aussi, je lui ai dit, mais monsieur Solana, mais comment pouvons-nous effectivement discuter avec vous? Mais vous n'avez aucune influence, mais qui représentez-vous réellement? Donc vous voyez, il y a cette idée au fond chez les Iraniens que les choses ne sont pas aussi monolithiques au sein de l'ensemble européen, qu'on peut jouer des uns et des autres, c'est-à-dire que les Iraniens le font avec un art consommé. Je veux dire, on voit très bien aussi ce qui se passe au niveau européen avec en effet de temps en temps le désir de jouer un partenaire les uns contre les autres, se retrouve au sein de l'ONU, où en effet aucune résolution nouvelle n'est possible pour une raison très simple, c'est qu'on voit très bien que là aussi, la Russie, la Chine ne sont jamais véritablement ralliés pour des raisons qui probablement leur sont propres, mais aussi pour des raisons effectivement donc je dirais de partenariat. On le voit très bien commercial, nucléaire de la part de la Russie, et puis aussi d'anti-américanisme. La stratégie donc anti-américaine du Kremlin trouve évidemment un relais formidable avec l'Iran. Bien qu'en effet là aussi les choses soient très ambiguës, puisque Poutine a dit d'ailleurs à une délégation du Congrès juif mondial américain qui était venue à Moscou, il dit, vous savez, les deux pays qui ont le plus à perdre d'un Iran nucléaire, c'est Israël et la Russie. Ce qui est vrai. Mais il y a cette ambiguïté extraordinaire de la part des grandes puissances dont Téhéran joue avec un brio, il faut le dire, consommé, ce qui lui a permis de gagner énormément de temps et d'arriver à la situation que vous évoquez, Bernard Bourcade, c'est-à-dire de se trouver de facto, je veux dire, dans la situation de pouvoir, en effet, je veux dire, avoir une arme ou posséder une arme nucléaire. Merci Eric Laurent. Donc vous parlez de l'Iran se dotant du nucléaire comme une menace pour la région, en fait. Vous semblez dire tous les trois que l'Iran continue sur sa lancée et qu'il n'y a pas tellement de façon d'aller contre l'Iran, puisqu'il se joue un peu, les autorités se jouent un peu des uns et des autres. Qu'est-ce que vous proposeriez comme, pour les années à venir comme feuille de route pour essayer de trouver un accord mutuel qui fasse que l'Iran n'aille pas vers ce danger potentiel vis-à-vis des puissances environnantes? Peut-être que je vais me risquer en premier. Je crois qu'il y a plusieurs choses qui sont en jeu. D'abord, il faut bien identifier l'enjeu technique du débat. La question n'est pas d'interdire à l'Iran l'accès à la technologie nucléaire. Tout le monde reconnaît, même les États-Unis à l'époque de Bush, que l'Iran peut fabriquer une centrale nucléaire pour la fabrication d'électricité. Se poursuit à l'heure où nous parlons la fabrication d'une centrale à Boucher, qui est proche d'être achevée, avec une assistance russe, et ce programme est reconnu comme légitime et avance à un rythme prudent, parce que les Iraniens payent mal des Russes qui se méfient du résultat, etc. Et donc, l'ensemble du débat technique se concentre sur un point précis, qui est la question de l'enrichissement de l'uranium et éventuellement d'activités de retraitement qui permettraient d'avoir la filière plutonium, qui sont les deux voies vers l'arme nucléaire. C'est dans ce domaine que l'Iran a mené des activités clandestines au regard de ses engagements internationaux pendant de nombreuses années. Et c'est dans ce domaine c'est sur ce point que se concentrent les pressions internationales, c'est-à-dire de demander à l'Iran de renoncer à ses activités. Parce que c'est la voie qui conduit vers la bombe. Ce qui est important dans ce débat, c'est que l'Iran dit, comme Bernard Bourcade le rappelait, c'est un droit inaliénable, je dois faire ça, alors que l'analyse, je dirais, de la plupart des experts, c'est de dire, d'abord, le droit inaliénable, on peut en discuter, il y a un point de débat sur les obligations juridiques, mais au-delà de ça, ce programme ne peut pas avoir d'autre finalité que militaire, puisqu'il est incohérent au plan économique. Fabriquer de l'uranium enrichi pour des centrales qui n'existent pas encore,
c'est un petit peu, si vous voulez, comme si au moment où vous étiez en train d'acheter une machine à laver, vous exigiez d'avoir une usine de fabrication de poudre à laver dans votre jardin. Donc il y a quelque chose qui ne tient pas de ce point de vue-là. Et quand bien même, et ça tout le monde dit qu'économiquement il faut avoir entre 12 et 18 tranches de centrales en activité pour justifier économiquement un programme d'enrichissement. Mais quand bien même l'Iran, du fait de ce complexe obsidional, dirait « moi j'en ai besoin, même si j'ai une seule centrale, je veux pouvoir mettre le combustible dans cette centrale moi-même », il se trouve que les Russes disent « jamais, nous vous interdisons formellement de mettre votre combustible dans la centrale de Boucher, puisque ça poserait des problèmes techniques de danger au sens de la Tchernobyl du terme, et pas prolifération, et donc nous refusons que vous mettiez votre combustible dans cette centrale ». Donc on voit bien que cette ambition d'enrichir l'uranium, et de l'enrichir en grande quantité, on n'est pas dans un processus de laboratoire, est incohérente avec une finalité civile. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est là-dessus que se focalisent les efforts de la communauté internationale avec tout ça. Alors peut-être que dans 15 ans, avec un parc de 12 centrales fabriquées par les Iraniens eux-mêmes, la question se poserait, mais aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Alors, comment aborder ce problème? Puisqu'on voit que les efforts, les pressions n'ont pas marché jusqu'à aujourd'hui. Il y a une approche qui consiste à dire, finalement, les sanctions, ça durcit les choses, c'est un petit peu ce que disait Bernard Roca tout à l'heure, et levons les sanctions et engageons un dialogue avec ça. On peut... Alors, et à l'autre bout, il y a le bout qui dit, on a épuisé la négociation, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est bombarder les installations nucléaires pour au moins retarder tout ça. Bon. Moi, il me semble que dans la démarche telle qu'elle a été engagée jusqu'ici, la place des sanctions n'était pas tant de pénaliser la population iranienne dans des proportions extraordinaires, ça n'est d'ailleurs pas vraiment le cas, et la population iranienne est davantage pénalisée par, je dirais, l'isolement général du régime que par les sanctions qui, pour l'instant, sont très ciblées sur les technologies à finalité militaire. Mais c'est de réussir à provoquer dans le leadership iranien, qui est certes extrêmement complexe à saisir, mais de provoquer dans ce leadership un débat. Puisque aujourd'hui, il me semble qu'il y a sans doute une sorte d'unité de vue dans ce leadership iranien sur le fait qu'ils peuvent avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, c'est-à-dire à la fois la reconnaissance internationale, la bombe et les félicitations de l'ensemble de la communauté internationale. Et qu'au fond, ils se vivent probablement un petit peu dans la situation où était l'Inde au moment où elle a décidé de faire ses essais, c'est-à-dire vous verrez, dans 3 ans, tout le monde nous félicitera et viendra nous manger dans la main. Et je crois que c'est cette perception, qui est une perception erronée, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que on est dans un cas de violation d'un traité, ce qui pose quand même des problèmes à l'échelle globale. Ensuite, parce qu'il y a pour beaucoup d'États dans la région, Israël, mais aussi l'Arabie Saoudite, la Turquie et quelques autres, que ce processus est inacceptable. Et que donc on rentre dans une zone de danger beaucoup plus lourde que dans le cas d'une Inde qui sortait de l'ambiguïté sans violer aucune obligation internationale. Merci Camille Grant. Avant de poursuivre le débat, nous allons saluer les téléspectateurs de KTO puisque nous allons bientôt devoir rendre l'antenne. Chers téléspectateurs, si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, n'hésitez pas tout d'abord à consulter le site de la Fondation pour la recherche stratégique, www.frstratégie.org. Donc vous trouverez un certain nombre de documents et d'écrits sur cette question. Par ailleurs, vous pouvez aussi vous procurer le livre de Bernard Hourcade, L'Iran au XXe siècle. Et puis, et encore, le livre d'Éric Laurent, Bush, l'Iran et la bombe. Voilà, il nous reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. La prochaine question des Mardis des Bernardins sera autour de la maîtrise de la mort. Peut-on maîtriser la mort? Un vaste sujet avec la présence d'Axel Kahn. Donc rendez-vous mardi 10 mars à 19h30. Merci aux invités d'être venus, Camille Grant, Bernard Hourcade, Éric Laurent. Et merci chers téléspectateurs, à bientôt.